Samedi 24 août de l'an 2019, chers amis internautes, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce samedi pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur les télévisions baptisée Info Hebdo. Ce jour, je reçois pour vous Julien Kitty, l'analyste politique chroniqueur. Il sera face à Josper Zoanago, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse, La Dépêche. Avec eux, il sera question d'aborder et de commenter la fermeture des frontières du Nigeria, la restitution des corps des victimes des événements du 1er et 2 mai 2019 au Bénin. Et pour finir, si le temps nous permet, nous essaierons de dire un mot sur l'assainissement dans le secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonce à l'entame de cette émission, se fera avec Julien Kitty. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes. Vous êtes journaliste, analyste politique, merci d'être là, chroniqueur également. Je dois vous préciser que oui, chroniqueur, analyste politique, et je suis également dans ce qu'on appelle la gestion d'images. Je suis dans la consultation en communication politique, et ça, il faut pouvoir le dire aux téléspectateurs, aux internautes, pour qu'ils vous consulter. Qu'ils le comprennent. Parce que ici, excusez-moi cette précision, il y en a qui pensent que quand vous êtes en train d'offrir votre expertise à des chapelles ou à des entreprises ou à des institutions, ça veut dire que vous n'êtes plus capable de réfléchir. Non, il y a des sujets sur lesquels vous réfléchissez bien. Et ailleurs, quand on dit un éditorialiste, un chroniqueur politique, un analyste politique, il peut être proche de telle ou telle chapelle et tout. Cela ne l'empêche pas d'avoir la tête sur les épaules. Tout à fait. Et jusque-là, je revendique cette éducation qu'on père m'a donnée, et cette liberté, de ne pas refuser de réfléchir. Cette liberté. Alors, Josper Zoanago, je vous laisse vous présenter aux amis internautes. Non, mais écoutez, faisons plus sérieux. Je me présente, Josper Zo, pour servir les internautes de Esaïe TV. Vous êtes directeur de publication du quotidien La Dépêche. En dehors de cela, vous êtes grand éditorialiste devant l'Éternel, parce que ça, il a l'humilité de ne pas le préciser souvent. Et si nous ne lui répétons pas ça souvent, il peut peut-être, à son âge, commettre l'erreur de penser que c'est lui qui se trompe de chemin. Je pense qu'il fait partie des rares qui restent encore au pays et qu'il faut, ça, je peux le dire aujourd'hui, il faut qu'il en existe encore pour être Alors, objectif. Julien Kitty, nous rentrons dans le vif de cette émission. Fermeture unilatérale des frontières du Nigeria. Quelle appréhension vous avez de ce fait? Non, je pense que, sans être très fébrile et sans être dans les émotions mal cousues, honnêtement, je suis ébranlé, je suis préoccupé, c'est même le terme le plus approprié, je suis très préoccupé alors, pour plusieurs raisons. La première, qu'on ferme une si grande frontière, Bénin-Nigeria, c'est préoccupant pour l'intensité des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria, le flux humain, même pour d'autres choses en dehors des activités économiques, entre les deux pays, qu'on ferme cette frontière-là, il y a un problème, même pour une seule journée. Les conséquences sont énormes. Deuxième facteur, que cette frontière-là soit fermée unilatéralement par le Nigeria pose un problème au plan diplomatique. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça pose un problème, je ne sais où il se trouve, mais le gros péché serait de rester au premier degré, d'être dans les émotions, dans un camp comme dans un autre. Parce que quand je lis les médias, c'est ce que j'observe. Il y en a qui veulent y trouver tout de suite une punition pour le régime en place, ou bien en profiter pour décharger toute leur critique, une certaine colère sur le régime de son président. Il y a une autre frange qui veut se contenter de dire non, ça n'a rien à voir avec le Bénin, non, les relations entre les deux pays, c'est tout beau-fils, rien ne se passe, c'est le Nigeria qui gère ses affaires internes et donc ça n'a rien à voir. Alors, que deviennent les images, les réalités tristes qu'on a à la frontière, à Sémé-Craqué? Les dames qui ont des marchandises paquées dans des véhicules et qui peuvent pourrir et qu'elles doivent amener au Nigeria. Je vous fais la confidence que moi, ma mère qui m'a mis au monde, pendant des années et des années, a fait fumer du poisson
des silures de son village Guézé, 65 km d'ici, qu'elle amenait au Nigeria avec ses grandes sœurs pour aller vendre là-bas. Et c'est avec ça elle s'est enrichie pour payer nos études. Ah, je sais ce que vaut donc, pour vous parler, l'ouverture. Voilà, donc les échanges entre les deux pays. Et puis le Nigeria est une grosse opportunité, une chance que Dieu a donnée au Bénin. Et le Bénin aussi, je l'ai dit ailleurs, est une chance pour le Nigeria parce que nous sommes pays hospitalier d'essence et nous accueillons des gens. Nos peuples sont culturellement assez proches, donc franchement, il n'y a pas de raison que les frontières soient bloquées comme ça. Il faut qu'on trouve, avec la froideur nécessaire, il faut qu'on soit préoccupé et que les dirigeants, les spécialistes, même les médias, que nous fassions les vrais débats et qu'on trouve où se trouve le nœud et qu'on le... on le dénoue. Alors, Jasper Zonabo, vous avez suivi tout à l'heure Julien Kitty qui dit qu'il est préoccupé par cette situation de fait de l'intensité des échanges entre les deux pays et que ça pose un problème diplomatique. Je dois reconnaître que, pardon, mon confrère a dit l'essentiel. Et je me demande s'il existe aujourd'hui, alors nous parlons, un seul Béninois qui ne soit pas préoccupé. Je dis, il ne peut y avoir de Béninois qui ne soient préoccupés. Au-delà même des Béninois, la plupart des autres peuples sont aussi préoccupés par cette situation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Bénin reste quand même ouvert sur le monde. Et nous sommes aussi une porte de desserte vers les autres régions, à partir du Nigeria. Et le Nigeria, c'est vrai, ça fait pratiquement 200 millions d'habitants. 200 millions de consommateurs. Et puis autant d'opportunités. Et je ne voudrais pas dire que le Bénin est sous le Nigeria. Non, les deux se complètent, certes. Mais comme l'a souligné mon confrère tantôt, depuis des lurettes, le Bénin et le Nigeria brassent des affaires, se côtoient, les deux peuples se visitent, parce qu'il n'y a que les frontières artificielles qui nous séparent. Mais qu'on en arrive là, ce n'est pas une grosse surprise parce qu'il y avait des signes précurseurs. Il faut avoir le courage et l'intelligence de le reconnaître. Puisqu'il y a quelques mois déjà, il y a le ministre, par exemple, le ministre nigérian de l'Agriculture, avait déjà, en 2018, avait déjà tiré les sonnettes d'alarme. Et avait expliqué comment il leur était utile désormais de fermer ou de mener des mesures de rétorsion contre le Bénin, en ce sens que le Bénin fait transiter vers le Nigeria des produits qui, quelquefois, mettent à mal leur économie. On en était là lorsque, parce que je veux citer juste les cas les plus frappants, on était là lorsque le milliardaire d'un côté. Mais avant ça, le chef de l'État s'était déplacé au Nigeria, il était à Abuja, où avec son homologue nigérien, ils se sont entendus pour mettre un comité en place, et gérer cette situation. Le chef de l'État béninois avait fait moult promesses. Mais à l'arrivée, il a dit, Léandre, qui tout à l'heure, que cela ne s'explique pas que les frontières du Nigeria se ferment comme ça, du jour au lendemain, sans que les deux pays n'aient échangé à ce propos. Donc là, il y a un problème, il y a un gros péché diplomatique qui est là et qu'il faut reconnaître. Et mieux encore, moi, ce que je déplore, après la survenue de cet incident, qui pourra durer, si rien n'est fait, après la survenue de cet incident, disais-je, aucune autorité de notre pays n'a fait une déclaration. Dans un pays qui se respecte, je sais que nous devrions nous respecter aussi dans ce pays, mais dans un pays qui se respecte, les 2-3 heures après, il y a quand même une communication officielle, plus ou moins, le ministre en charge des Affaires étrangères ou quelqu'un proche du pouvoir devrait se prononcer. Personne n'a rien. On a laissé la population à leur supputation. Comme il a dit, certains ont estimé qu'il n'y a rien. Mais allez aux frontières pour voir les longs files de véhicules qui n'arrivent pas à traverser la frontière. Et ça, on est parti dans le meilleur des cas pour minimum 1 mois. Parce que officiellement, les autorités nigérianes
on fait savoir qu'ils le font parce que que le Bénin fait transiter des produits que eux, ils ont proscrits vers leur pays. Du coup, l'agriculture se porte mal. Il y a aussi que pour des raisons de sécurité, ils voudraient désormais voir clair dans tout ça. Ça va durer. Si rien n'est fait, ça va durer le temps que ça va durer. Et ce n'est pas une bonne chose pour le pays, pour les deux pays certes, mais le Bénin en souffre énormément. Donc moi, je voudrais faire constater que cela ressemble à un rêve. Rêve en ce sens que personne n'en parle, enfin du moins les autorités n'en parlent pas. Le chef de l'État est en vacances. Donc toutes les décisions sont en vacances. Mais l'État continue de tourner. Nous avons des ministres... Qui ont fait quoi dans ce sens? Qui ont dit quoi dans ce sens? Tout au moins rassurer les citoyens, même si le mal est fait. C'est de parler aux concitoyens. Alors, Julien Kitty, nous avons lu dans la presse hier vendredi que la diplomatie béninoise s'active pour dégeler la situation. Oui, la diplomatie béninoise s'active. Et je sais, elle n'a pas le choix que de s'activer. Parce que si vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous vous appelez Aurélien Aguinouchi, avec ce rang que vous avez, vous ne restez pas les bras croisés face à ça. Mais il y a la communication diplomatique qui a d'autres spécificités. Il y a la diplomatie. D'accord? On est habitué à tout ce qui se fait de façon souterraine. Mais il y a la communication diplomatique. Et la communication diplomatique qui intègre aujourd'hui les nouveaux médias que constituent les réseaux sociaux exige que le timing, la gestion du timing soit l'élément premier. C'est-à-dire que c'est tellement élégant en matière de diplomatie pour un pays que lorsque quelque chose se passe, quelque chose de grave se passe, que les minutes qui suivent par exemple, que le ministre des Affaires étrangères, le ministre en charge du commerce, le ministre en charge d'un certain... monte au créneau rapidement, ne serait-ce que par un tweet pour dire voilà ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'ailleurs, vous voyez dans d'autres pays où on vous dira que le ministre des Affaires étrangères du Bénin a appelé son homologue du Nigeria. On vous dit juste qu'il l'a appelé, s'est entretenu, ou qu'il a reçu l'ambassadeur du Nigeria près du Bénin. On vous montre les images sans d'autres commentaires. Là, excusez-moi, on n'est pas en train d'enseigner quelque chose, mais ça, c'est des éléments clés en matière de communication qui peuvent rassurer, éviter que les Béninois paniquent. Parce que dans les rues de Cotonou, aujourd'hui, un citoyen lambda qui s'approvisionnait en carburant importé de là-bas va te dire c'est de 325, c'est à 500 francs, 600 francs. 600, 700. Je dis qu'il se dit avant le soir, ça va être à 1000 francs. Il est traumatisé. D'accord? Un Zémidjan, il dira à son client, là où tu avais l'habitude de payer 500 francs, tu vas payer 1000 francs, les deux vont se chamailler pour rien. Et sans information comme ça officielle, c'est pas bien. Je sais que les autorités de mon pays ne restent pas les bras croisés par rapport à ça. Et donc, il faut que la diplomatie qui s'active déjà, je la connais, je sais qu'elle a géré des crises assez... je l'ai vu en période électorale ici, où c'était le branle-bas, c'était vraiment qu'il fallait démontrer au chef de l'État qu'on vaut bien ce qu'il faut pour être à son poste là, à côté de lui. Mais il faut faire mieux que ça. Ensuite, il s'agit du géant de l'Est, il s'agit du Nigeria. C'est-à-dire que quand vous rentrez en Afrique, en termes de superficie, en termes de population, de démographie et en termes de poids économique, le Nigeria, c'est le first. Vous avez l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que c'est comme vous prenez l'Union européenne aujourd'hui. Les États-Unis d'Afrique. Voilà, c'est ça. Donc à partir de ce moment, quand c'est le Nigeria qui nous ferme ses frontières, il y a un devoir double supplémentaire pour nos autorités de communiquer très tôt, de montrer des images qui montrent qu'on est en train de faire, sans dévoiler forcément ce qu'on est en train de faire. Mais il y a un contexte qui peut, si on ne communique pas, davantage constituer le terreau des inquiétudes et va grossir les conséquences graves de cette mesure-là au fil des jours. C'est qu'il n'y a pas longtemps, sortant de la période électorale, beaucoup ont supputé sur la délicatesse, la fragilité supposée, d'accord, le coup de froid sur les relations entre le Bénin et le Nigeria.
entre le président Patrice Talon et son homologue Boari. Le déplacement du chef de l'État béninois vers le Nigeria et les images que j'ai vues m'ont rassuré un peu. Certainement rassuré d'autres Béninois aussi. Et ça a donné d'ailleurs de la matière à la machine communicationnelle autour du régime pour dire qu'il n'y avait pas péril à la demeure. Lorsqu'on a fini de dire ça, quand les jours, les semaines qui suivent, il faut veiller à ce que s'il y a une situation qui peut prêter à ces genres de supputation, il faut vite réagir. Mais deuxième chose, il y a quelques semaines seulement, les douanes béninoises et nigérianes ont communiqué sur une mesure visiblement très intéressante qui a été prise de mettre en synergie les stratégies, les forces, pour que le commerçant qui quitte le Bénin pour le Nigeria ou le Nigeria pour le Bénin ne fasse plus 2 fois des formalités douanières. Je crois avoir bien compris. J'étais aux anges. Je me dis, mais attends, on a brisé les barrières linguistiques, on a brisé les différences entre le monde anglophone et francophone, et on a regardé les formalités pour que... Parce que le monde aujourd'hui, c'est quoi? Celui qui crée la richesse, il faut lui faciliter la vie. Quand il vient, il veut faire les formalités, c'est comme les histoires de guichet unique qu'on a tenté ici. C'est que le monsieur vient, il est en face de quelqu'un, même si vous voulez lui faire payer 500 000 francs pour ces formalités, dites-lui sur place, les 500 000, là, ça vaut telle chose, donnez ça, et vos papiers, vous les avez eu en même temps, parce que le temps, c'est de l'argent pour lui. Au lieu de lui faire dépenser 200 000 au Bénin, allez lui faire toute une journée de formalité encore pour dépenser les 300 000, et ça revient au même. Lorsqu'on a fini de faire ça il y a quelques semaines, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fermeture des frontières nigérianes là, facilite ce travail-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dernier facteur du contexte, c'est qu'il y a quelques semaines encore, les présidents nigérians et béninois sont allés dans la capitale nigérienne pour signer cette la ZLEC, donc, et dans la perspective à échéance 2020, qui est déjà à nos portes, ça va rentrer en vigueur, où on fera partie intégrante de cette zone de libre-échange. Libre-échange en économie, c'est à l'antipode de fermeture unilatérale de frontières, blocage des activités commerciales. Donc il y a autant de raisons qui font que moi, sans accuser les autorités de mon pays de n'avoir pas fait ce qu'il faut faire pour que ça arrive, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher les autorités nigérianes de décider ce qu'elles veulent décider. D'accord? Parce que si le président Boari décide de faire fermer les frontières, ce n'est pas au président Patrice Talon. D'abord, il n'a pas dormi dans sa tête pour savoir qu'il veut le faire. Ensuite, s'il ne le lui dit pas, il ne lui fait pas l'amitié de le lui dire, il ne peut que constater. Maintenant, quand il constate, il faut qu'on en fasse une situation préoccupante. Avant de passer à Jos Pierre-Jean, est-ce qu'il est normal de ne pas faire l'amitié d'informer le Bénin avant de poser une telle action? Non, dans l'absolu, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal là. Il ne faut pas prendre ça en termes de ce n'est pas normal égale Boari à tort. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas prendre ça en termes de ce n'est pas normal égale Talon à tort. Non. La diplomatie, ce n'est pas l'absence de crise. La bonne diplomatie, ce n'est pas l'absence de crise. C'est la prévention des crises, c'est la mise en place d'un contexte qui favorise le flux d'échanges permanents pour que dès qu'il y a un problème, dès que ça se fâche de l'autre côté, nous puissions l'avoir. Par exemple, l'ambassadeur du Bénin, du Nigeria, près le Bénin, pourquoi pas? Lui, au moins, il est l'œil du Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères peut le recevoir. Pour dire, bon, expliquez-nous ce qui se passe. Peut-être que les autorités, et je suis sûr, presque sûr, qu'elles sont informées de ce qui se passe. Maintenant, elles n'ont pas voulu. Vous savez, on a un président de la République qui dit, lui, il préfère communiquer par les résultats. Mais nous sommes à une époque où l'information, là, si vous ne la donnez pas, les gens qui devraient doivent avoir l'information, montrent l'information, inventent ce qu'ils veulent, chacun conçoit sa vérité à lui, et mieux, diffuse cette vérité sur les réseaux sociaux qui vont plus vite que les médias classiques. Donc faisons attention. Alors, Jos Pierre-Jean Ago, dans cette situation plus ou moins
confuse, empreinte d'incertitude. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité pour les deux chefs d'État d'effectuer un tête-à-tête pour le dégel? Cela va de soi. Mais il faut intégrer tous les éléments ou alors tous les paramètres en jeu. Parce que ne faisons pas semblant de l'ignorer. Je l'ai dit tantôt, cela ne surprend guère. C'est vrai, c'est brutal la fermeture des frontières, mais on s'y attendait presque. Le Nigeria ne l'a pas dit. Moi, je ne m'attendais pas à une fermeture de frontières aussi radicale. Parce que même les hommes ont été empêchés de passer. Vous voyez, j'ai vu sur le reportage de la télévision nationale des Nigérians qui ont transité par le Bénin pour aller dans leur pays, qui étaient bloqués physiquement. Bien sûr. Vous savez, on peut bloquer une frontière à des produits donnés. On peut donner des instructions à la douane pour dire tel produit, vous ne rentrez pas. Mais Ça, par exemple, ça ne surprend pas. Parce qu'il y a très longtemps, beaucoup d'années, même sous Kérékou, que le Nigeria disait déjà, si vous, Béninois, vous produisez en agriculture, par exemple, excusez-moi, vous produisez, vous faites de la production locale, du riz ou d'autres choses, amenez. Nous, on va consommer. Parce qu'on sait que ça enrichit votre pays et nous, on mange correct. Mais si vous importez ce qui vient d'ailleurs, alors que chez nous, l'un des facteurs, l'une des stratégies du Nigeria en matière d'économie, c'est de faire consommer ce que le Nigeria produit. Vous voyez le Nigérian aller dans Lagos, le type il est là, le riz, la pâte qu'il est en train de manger, c'est produit chez lui, ce qu'il a porté c'est produit chez lui, il tourne d'eau, même les boissons sucrées qu'il prend là, si vous voulez, il peut prendre même le nom d'une autre marque, c'est fabriqué au Nigeria, c'est moi qui vous le dis. La bière qu'il prend, c'est fabriqué chez lui. Donc, il se dit, si je veux coopérer avec le Bénin voisin, il faut que ce soit des choses que le Bénin a produit pour m'envoyer. Et le Nigeria est suffisamment averti, mais de façon aussi brusque, et aussi radical. J'ai l'impression qu'il y a une thérapie, un véritable boulot d'étranglement. Ah oui, une chirurgie sans anesthésie qui est en train de se faire. Et comme je le répète, donc en partie d'accord avec vous, il faut qu'on en fasse une préoccupation majeure. J'espère que non, mais je disais que je ne suis pas surpris. C'est vrai, la brutalité y est. C'est brusque, pardon. Et la radicalité aussi. Bon, mais si vous voulez, on était avertis presque. Mais tout à l'heure, mon confrère disait qu'il y a même la libre circulation des personnes posait problème à cet effet. Je ne voudrais aller dans le sens d'apprécier la démarche du Nigeria en disant c'est normal. Non, mais le Nigeria a mis dans cette affaire toute une batterie de dispositions. Au-delà du fait qu'il est reproché à certains pays limitrophes, dont principalement le Bénin, de déverser sur le marché nigérian du riz chinois et tout ce qu'on veut. Il se trouve que le Nigeria a argué de ce que sa sécurité est menacée. Ça, c'est un euphémisme que de le dire. On a les groupes armés comme Boko Haram qui sévissent. Le Nigeria estime aussi, entre autres, que des armes transitent par les pays limitrophes vers le Nigeria. Oui, mais ça peut se négocier avec le Bénin. Pour que ça ne peut pas se négocier. Les forces armées, même au niveau militaire, il y a des dispositions communautaires, des plateformes qui existent aujourd'hui. Et pour la lutte contre le terrorisme, je vous en prie, il y a des instances sous-régionales qui existent dans lesquelles se trouvent des Béninois et des Nigérians. Il y a des opérations de simulation qui ont des exercices militaires qui ont eu en synergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut que les Nigérians puissent nous expliquer. Mon cher confrère, reconnaissons que les mesures dont nous souffrons aujourd'hui au Bénin sont officiellement appliquées à tous les pays limitrophes. Cependant, le Tchad ne sentira pas l'intensité de ces mesures comme le Bénin les sent. Le Cameroun non plus. Il y a aujourd'hui, à moins qu'on me demande, des mouvements militaires tchadiens qui vont tranquillement sur le territoire nigérien avec l'accord des Nigérians. C'est pareil aussi pour les Camerounais. Dites-moi que cela existe réellement et que vous en avez eu effet entre le Bénin et le Nigeria. Non, je vous en prie. Laissez-moi terminer pour dire que les relations entre le Bénin et le Nigeria, il faut le reconnaître,
au risque de faire mal, ne sont pas au beau fixe. Curieusement. Sont beaucoup plus au beau fixe. Je voudrais le soupçonner entre le Bénin et le Cameroun pour ce genre de circulation ou d'interconnexion. Mais non, ça ne va pas du même coup. Alors, il se trouve aujourd'hui que le Nigeria, en appliquant cette mesure officiellement à tous les pays limitrophes, fait plus mal au Bénin. Parce que pourquoi? Moi, j'ai tenté de suivre du côté du Cameroun. Ils ne réagissent pas de la même manière que le Bénin. Pourtant, nous avons des frontières avec les deux pays. Le Cameroun a une frontière plus large avec le Nigeria que le Bénin. On ne sent pas la même chose. Donc, il faut avoir le courage de dire que diplomatiquement parlant, il y a un problème. Le voisinage, enfin, le bon voisinage. Vous voulez soupçonner que le Bénin est plus visé? Mais tout à l'heure, Le Bénin est plus visé. Le Bénin est plus. Le Bénin, tout à l'heure, dans le développement de Kidi, qui disait que la bonne diplomatie n'est pas exemple de choses, de crise ou de choses. Je suis d'accord. Compréhension. Oui, mais écoutez, c'est effectivement la même chose que je suis en train de dire en disant ceci. Lorsque il y a survenu d'une crise, il y a des outils qui se mettent en place. Moi, j'ai l'impression que le Bénin ne met pas suffisamment ces outils en place. J'ai une impression. Je voudrais qu'on me démente là-dessus. Non, je voudrais qu'on me démente là-dessus. La bonne preuve en est que depuis... En fait, ces mesures ont été actées depuis le 19 août. Il n'y a aucune autorité du Bénin qui se soit prononcée là-dessus. Que tous en sourdine et que nous ne soyons pas au fait de ce qui se trame, c'est normal. Mais dans le passé, on a vu ici, dès qu'il y a eu mal-donne, l'ambassadeur du Nigeria se pointe à la présidente de la République. On l'a vu. On a vu ça. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, c'est la meilleure des diplomaties que nous développons. Nous, on a besoin d'être rassurés. On n'est pas rassurés. Et on tente aussi de faire circuler sur les réseaux sociaux parce que là, le gouvernement utilise abondamment les réseaux sociaux. On a tenté de faire circuler sur les réseaux sociaux de faux communiqués parce que là, c'est des communiqués qui ne sont signés ni de qui que ce soit. Par contre, il y a eu des documents officiels du Nigeria qui délimitent clairement ou qui définissent clairement la démarche qui est engagée. À savoir que le minimum, c'est 28 jours que ça va durer cette affaire. Et lorsqu'on y met les raisons de sécurité, moi, j'ai des raisons de me dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et les autorités ont intérêt à aller plus vite. Non, merci à vous, Jean-Pierre Zouanago. On va espérer que ça n'ira pas à 28 jours. Oui, parce que... nous allons suivre de près cette actualité tout au long de la semaine prochaine. Et je crois que nous allons revenir sur ce plateau pour pouvoir apprécier avec les nouveaux éléments d'appréciation. Merci à vous, Jean-Pierre Zouanago. Merci également à Julien Kiti. Depuis quelques années, nous avons constaté que dans le secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin, il y a un effort considérable qui est mené par le gouvernement afin d'assainir le secteur. Cette semaine, nous avons eu la publication des listes des établissements privés et universités privées d'enseignement supérieur qui ont reçu un avis favorable de l'agrément, un travail qui a été fait par la Commission nationale du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. Alors, Julien Kiti, vous apprenez désormais que les universités ou toute épaisse qui veut ouvrir une université qui n'a pas un bâtiment fiable, qui n'a pas des infrastructures de qualité, qui n'a pas les équipements, ne peut pas ouvrir, et que désormais au Bénin, lorsque vous êtes déjà condamné pour des infractions de corruption et autres, vous ne pouvez plus ouvrir une université privée. Qu'est-ce que quel est votre sentiment quand vous apprenez de telles réformes dans le secteur privé d'enseignement supérieur? Bon, je trouve que toute réforme visant à saigner un secteur, et qui plus est un secteur aussi sensible que celui de l'enseignement, fut-il de la maternelle jusqu'à l'université, en passant par le primaire, le secondaire, est salutaire. Donc au premier degré, c'est ça. Je trouve que c'est important de faire ça. Et ça, deuxième chose, ça suit une logique. Le gouvernement qui est là a voulu faire des réformes dans tous ces secteurs-là, une priorité, hein, y compris le secteur de l'enseignement supérieur, où je me rends compte que le drame de l'amateurisme, le drame des arrangements était plus grand que ce que j'imaginais. Parce que quand j'ai consulté les listes, là, je me suis dit, mais tout ça existait au Bénin? Des noms bizarres, tout cela formait des gens en catimini. Maintenant, les critères qui ont été avancés pour apurer la liste, ces critères ne sont pas mauvais en soi. Mais par contre, ce qui peut me gêner, c'est que j'ai l'impression que la gouvernance
sur plusieurs régimes, hein, ce n'est pas sur le régime seulement, la gouvernance pêche un peu par la gestion du timing. C'est-à-dire que si c'est vrai que c'est à l'approche de la rentrée qu'on annonce les choses. Mais une telle réforme-là, est-ce que ces universités-là n'ont pas déjà recruté des gens? Est-ce qu'ils n'ont pas encore recruté des enfants qui sont inscrits? Est-ce que les parents n'ont pas inscrit les enfants? Parce que nous sommes pratiquement... Et là, nous avons que la liste provisoire. Il y aura la liste définitive. Je suis d'accord. Donc, vous voyez, le mouvement que ça va créer pour les parents, et après aller chercher une autre université dont les curricula sont validés, en soi, on me dira qu'une réforme ne peut pas être parfaite non plus. Mais sur certains aspects, je souhaite qu'on en tienne compte. Et parlant des critères qui sont choisis, je suis entièrement d'accord. Je m'éloigne, je fais le choix délibéré. Le choix délibéré de m'éloigner des histoires de on vous a condamné une fois ou on ne vous a pas condamné une fois. Parce qu'au pays actuellement, ça devient une affaire où je n'ai pas envie d'y mettre la tête. Mais les questions d'infrastructure. Oui. Et en plus de questions d'infrastructure, la qualité du personnel enseignant, le grade. Parce que l'université, une école, un institut universitaire, il faut des types d'enseignants pour encadrer à des niveaux donnés en licence, en master et en doctorat. Mais en termes d'infrastructure, vous voyez, nous sommes à Esaü. La première fois que j'ai mis pied ici, je suis allé dans le bureau de M. Clément Adéchinon, qui reste un ami, pour lui dire, mais Clément, honnêtement, félicitations. Et je lui ai dit, là, il me suit, je lui ai dit ceci, in extenso. Je ne te voyais pas venir là. Vous voyez? Quand journaliste, il abordait cette dimension d'entrepreneur, tout ça, je me disais, c'est comme tout bon journaliste peut avoir une opportunité, ça va être saisonnier. Mais là, je l'ai vu aller jusque-là. Il n'y avait pas cette réforme-là, mais Esaü a été aussi dans des bâtiments loués. D'accord? Je suppose. Mais pourquoi Esaü a cru devoir dire, je me dote de mes infrastructures propres? Ça veut dire que le projet est durable. Ça veut dire que celui qui l'a pensé veut aller loin. Ensuite, quand vous venez voir, est-ce que ça permet, par exemple, à l'administration d'avoir de l'espace, d'avoir des bureaux, d'avoir des espaces pratiques? Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a des salles de cours qui peuvent modestement être appelées des amphis? Parce qu'il y a des normes. Il faut que ça ait une certaine superficie. Mais quand vous voyez des écoles supérieures où on peut avoir des salles comme votre salon, les chambres à coucher, où vous mettez, on dit l'essentiel c'est que les enfants puissent avoir... Non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'à l'université, l'enfant n'est plus à l'école pour qu'on lui apprenne les b.a.-ba. On veut le spécialiser dans un domaine, on veut faire de lui un maître dans un domaine donné, c'est pourquoi on parlait de maîtrise. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas former dans n'importe quelle condition. Maintenant, si ça peut permettre que les listes données, pour que cela ferme tout ce que cela implique, d'accord, pour que tout cela soit réglé, pour que des gens n'aillent pas se suicider, écoutez, est-ce que peut-être la liste ne va pas être sortie pour qu'on donne à ceux-là, même s'ils ne doivent pas opérer officier cette année académique-là, ils ne doivent pas fonctionner, qu'on leur donne peut-être un temps pour aller vers la liquidation, on arbitre la possibilité... Il y a la possibilité qu'il leur en fait, je crois qu'on va revenir dans la possibilité de fusion. Voilà. Je reviens. Oui, mais il ne faut pas que ce soit décrété. C'est ça mon problème. Il ne faut pas que ce soit dit, allez fusionner. C'est-à-dire qu'en matière... Vous avez le choix. Non, il faut que le pouvoir... Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le dire encore. Il faut que les gouvernants créent en même temps une commission ou une plateforme qui fait l'arbitrage. Tout à fait. C'est-à-dire que deux universités en difficulté qui veulent fusionner. Les conditions sont déjà établies. Mais si c'est les promoteurs qui doivent se voir dans un bar pour dire quoi, et après vous allez avoir des conflits. Tout à fait. Alors, Jean-Pierre Zoanago, 103 épaisses seront probablement fermées puisque c'est une liste provisoire. Est-ce que cela augure du fait qu'il y a désormais, je dirais, un nouvel envol au niveau du système privé de l'enseignement supérieur où on peut se rassurer de ce que nos enfants seront désormais bien formés avec des diplômes de qualité? Cela va de soi. Si ces réformes ont été mises en place pour que l'école, dans une certaine mesure, l'éducation puisse
c'est mieux porté. Il n'y a qu'à s'en réjouir. Mais là, moi, j'ai deux préoccupations. Et tout à l'heure, mon confrère a effleuré rapidement l'une, à savoir les critères, par exemple, pour que les promoteurs ou les initiateurs de ces projets puissent les mettre en place. Mais moi, je voudrais... Ne créons pas les tests ou les lois juste pour régler un problème. Il faut le faire dans la durée. Et celui qui a déjà, on les appelle généralement des fondés ou des promoteurs, qui a déjà son complexe, son université, voilà, il y a déjà 2 ans ou 3 ans, et bon, et puis il se retrouve en difficulté, il a une histoire, un problème pénal. Quel sort on va réserver à son université pour le fait que ce fondé ou ce fondateur ou ce promoteur se retrouve dans les liens de la justice? Je crois qu'il y a des possibilités de changement de promoteur. Bon, je ne savais pas que vous étiez... que vous travaillez dans le cabinet. Ça a été dit lors de la conférence de presse, vous me laissez aller en détail par vous me laissez aller au bout de vous me laissez aller au bout de mes réflexions. Alors, oui, mais je dis, moi je suis inquiet parce que je me dis... on tient toujours, par pichenette, on tient toujours un petit créneau pour coincer, c'est le cas de le dire, en cours de route. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne connais pas de promoteur ni de directeur d'établissement privé. Certainement qu'il y en a qui sont promoteurs et qui ont des difficultés avec la justice. Ouais. Peut-être que vous allez aussi nous en informer. Parce que vous avez dit pour les informations que vous apportez et qui nous permettent de faire l'analyse. Vous avez dit, ceux qui veulent être validés, d'accord, le promoteur ne doit pas avoir été condamné pour les affaires de corruption. D'accord. Alors, si quelqu'un dans l'université... Et la corruption, c'est ce mesure comment quelqu'un dans l'université est validé, remplit tout, infrastructure, curricula de formation, qualité d'enseignant, tout validé. Mais le type a eu un problème avec la justice, il a été condamné une fois pour une affaire de corruption. Corruption, je ne sais pas si c'est précisé que c'est spécifiquement lié au fonctionnement de son établissement, parce que si c'est corruption en milieu je crois qu'il académique... Il y a un rapport qui est déposé par la police républicaine qui dépose un rapport sur l'enquête de moralité. Bon, je vous en prie. Je voudrais terminer par une autre préoccupation. Je voudrais terminer par une autre préoccupation. Il y a, j'en connais au moins 2 ou 3 cas, des universités qui font dans de la délocalisation, c'est-à-dire des universités qui sont installées au Bénin sur le territoire national, mais qui en réalité ne se conforment pas aux examens nationaux. Non, je crois que Jasper Zouanago, nous allons beaucoup plus revenir en détail sur cette actualité parce que nous sommes pris par le temps, nous n'aurons plus le temps même d'aborder ce sujet lié à la restitution des corps des 1er et 2 mai. Je crois que le samedi prochain, nous allons le retrouver par la grâce et la bénédiction divine. On ne va pas l'aborder, mais on va souhaiter simplement prier, qu'on soit chrétien, musulman ou quoi là, et que vaudouisant, que le papier dont on parle au CNHU nous dit que les autorités auraient signé par rapport à la dame tombée à Kadjerou, que ce papier n'existe pas. Merci à vous, Julien Kitty, on vous aura compris. Que les médecins fassent leur travail, merci que les familles fassent leur deuil. Vous êtes analyste politique, chroniqueur, vous étiez face à Jasper Zouanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Mesdames et messieurs, c'était un Info de ce samedi 24 août de l'an 2019. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour l'autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie du programme sur les www.ejaitv.dj. Bon week-end à toutes et à tous.